Notre interlocuteur, c'est Claude Potvin qui a fait le déplacement et qui reste avec nous pour l'ensemble des 4 jours des Open Science Days, mais qui aujourd'hui, du coup, nous partage son expérience. Je vous remercie de l'accueillir et puis après son intervention, on aura du temps aussi dédié aux questions. Donc voilà, merci à lui. Un, deux, à deux, tout fonctionne. On va essayer avec le micro. Alors, bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'accueillir. Je remercie d'ailleurs le comité organisateur d'avoir pensé à inviter la Fabrique Réelle en Suisse. C'est la première fois qu'on vient en Suisse parler de notre initiative. Une petite initiative, vous allez voir, elle est quand même, c'est une initiative qui est maintenant relativement mature. Après 5 ans, on considère qu'on a quelque chose qui fonctionne. On a fait un petit peu nos preuves. Alors, on est à l'aise maintenant d'en parler à l'étranger. Donc, voilà. Euh, je vous laisse peut-être scanner le petit code de QR parce que si vous voulez avoir toute la présentation, en fait, j'ai essaimé un peu, j'ai coupé quelques diapositives parce que la présentation était beaucoup plus large, mais on a beaucoup de choses à dire après 5 ans. Et puis, je vais repasser le code QR de toute façon à la fin si vous voulez la télécharger. Puis de toute façon, je crois que les présentations vont être envoyées à ceux qui le veulent par la suite, si j'ai bien compris. Alors voici le plan de la présentation. Je vais vous situer un petit peu la fabrique dans le contexte canadien. Je vais passer rapidement sur l'éducation ouverte et la science ouverte parce qu'on en a déjà parlé dans les jours antérieurs et encore ce matin. Donc, mais je vais faire ça très, très vite, vous allez voir. Et le cœur de la présentation, la ligne du milieu, c'est vraiment la fabrique REL, de quoi il s'agit, de quoi on parle, quoi ça consiste, la structure. L'approche d'accompagnement à la création de REL, c'est ce qui nous particularise. Je vais parler du soutien et de la formation qu'on offre à nos équipes. Et finalement, je vais vous montrer quelques réalisations. Je sais qu'on est, bon, après le repas, après le lunch, il y en a peut-être qui vont s'endormir, mais je vais vous réveiller à la réalisation. Ça vaut la peine de regarder ça, là. C'est des réalisations très concrètes. Et puis, je vais vous parler un petit peu des défis qu'on a rencontrés et de nos projets d'avenir. Alors, voilà. Allons-y. Alors, séance ouverte, simplement pour situer, c'est un peu spécial parce que quand on a eu l'invitation, on dit, oh, un colloque, un événement sur la science ouverte. Nous, on ne se situe pas tellement dans la science ouverte, en fait. Ni d'ailleurs au départ, lorsque ça a été créé en 2019, ni dans l'éducation ouverte. Nous, on était déjà dans la production de REL sans situer ça dans un contexte global. Maintenant, on le fait davantage, mais à l'origine, on était vraiment tout de suite centré sur la production. Alors, évidemment, lorsqu'on regarde le contexte de l'éducation ouverte, les ressources éducatives libres sont vues comme un moyen d'atteindre l'objectif de l'éducation ouverte, si on en parle comme un objectif. Évidemment, on a aussi parlé de l'importance des pratiques ouvertes et inclusives. Dans une présentation ce matin, on parlait aussi de pédagogie ouverte. Alors, ça s'inscrit dans ce cadre plus général là. Du côté de la science ouverte, on a vu cette diapo-là pour les personnes qui étaient là lundi après-midi. Notre speaker conférencière brésilienne a montré cette diapositive-là qui situe les ressources éducatives libres dans le modèle de l'UNESCO. Alors, les réels font vraiment partie des pratiques de partage des connaissances scientifiques dans le contexte global de ce modèle-là. Je pense que c'est ce qui situe le mieux là, dans le contexte de l'éducation ouverte. Une petite précision. On entend toutes sortes de choses sur les licences. Ça, c'est notre schéma qui est sur notre site web, le schéma sur les licences. On est assez explicite, nous, sur ce qui est une REL ou ce qui n'est pas une REL. On entend beaucoup aussi dans la littérature le terme de ressources éducatives numériques, euh, puis parfois comme un équivalent de ressources éducatives libres. Ce n'est pas la même chose dans notre tête. Si on considère l'ensemble, pour nous, ça pourrait être une ressource éducative numérique, mais vous voyez les deux dernières avec les licences ND, pour nous, c'est clairement pas une ressource éducative libre. On est dans le libre accès, oui. L'application scientifique est souvent dans le libre accès maintenant, mais il ne s'agit pas de ressources éducatives libres. Alors, simplement préciser cette question-là, parce que nous, dans les projets, c'est très clair qu'on ne choisit jamais une licence Creative Commons ND. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette diapo, parce que c'est ma collègue, là, Marianne Dubé, avec qui je travaille toujours à la fabrique, qui l'avait élaborée.
c'est juste une infographie, une petite infographie toute simple, une page, mais on voit bien l'évolution d'une ressource éducative libre. Pourquoi on fait des ressources éducatives libres? Ouais, il y a toutes sortes de raisons. Il y a des raisons économiques, bien sûr, et qui sont souvent mentionnées. Mais on veut faire des ressources éducatives libres pour permettre une évolution aussi. Ce matin, Colin nous a montré l'évolution en fait d'une ressource du côté de la traduction en différentes langues. Alors, vous voyez ici le numéro 1, ben, c'est la petite ressource qui a été développée par un cégep chez nous, un collège d'enseignement général et professionnel, et qui a été adaptée dans un deuxième temps, dans un format euh, plus intéressant, avec une précision sur les questions. La ressource, peu importe le thème, hein, c'était une ressource qui était destinée aux étudiants et aux étudiantes euh, pour faire en sorte qu'ils évaluent leur travail avant de le soumettre du point de vue des droits d'auteur. C'était ça le thème, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Vous voyez qu'après cette deuxième version-là, il y a eu une troisième version qui, en fait, est une traduction en anglais de la ressource, parce qu'on a des collèges, des établissements d'enseignement anglophones aussi au Québec. Alors, traduction dans le numéro 3 et une quatrième adaptation à partir du numéro 2 plus simple du côté de la mise en forme c'est toujours l'Université de Sherbrooke qui le fait. Je ne connais pas le contexte exact, ce n'est pas nécessairement important ici, mais vous voyez bien que dans le temps, on peut faire évoluer une ressource éducative libre et on ne sait pas nécessairement toujours ce qu'elle devient, notre ressource, quand on la publie, quand on la dépose. Alors, un exemple quand même intéressant, c'est sûr que c'est très, très simple ici, une petite infographie. Lorsqu'on a un manuel, évidemment de 500 ou 600 pages, comme les ressources éducatives que l'on produit, nous, dans le cadre de la Fabriquelle, ce sont de grandes REL qu'on va produire chez nous. Évidemment, il y a des adaptations qui sont peut-être plus nombreuses, plus nuancées, etc. Donc, parfois, on va récupérer une partie seulement, etc. Mais c'est rare qu'on ait l'occasion de voir l'évolution d'une ressource dans le temps. Ça, c'est sur seulement 4 ans, finalement. Le contexte de l'éducation ouverte au Canada et au Québec. Bon, alors, je disais tout à l'heure, une des raisons pour faire des REL, c'est l'économie. On en parle souvent, on en a parlé ce matin encore du côté américain. C'est sûr que les community college aux États-Unis, il y a vraiment, devient très important parce que c'est la différence entre faire des études ou ne pas en faire. C'est aussi radical que ça et les études le prouvent. Au Québec, c'est un peu différent. Ce n'est pas la première raison pour faire des REL. Bien sûr, nos associations étudiantes, particulièrement au collégial, vont nous dire, ah, nous, on veut absolument, on veut que tous nos cours obligatoires aient du matériel accessible sous forme de REL, donc nécessairement gratuit. Mais ce n'est pas nécessairement la raison qui motive notre gouvernement de nous financer, parce que la Fabriquelle, on est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous voyez la situation de la langue française au Canada. Vous avez entendu parler que les Québécois sont assez frileux par rapport à la langue. Même si on a un petit accent, on aime le français et le préserver. Alors, si vous regardez les chiffres, écoutez, en 1971, on était 27 au Canada. Maintenant, on est 22 50 ans plus tard. Donc, une diminution de la proportion de francophones au Canada. C'est aussi simple que ça. Et si vous regardez, bien évidemment, la concentration de francophones, c'est véritablement le Québec. Ailleurs, il y a quelques centaines de milliers, c'est pas plus. En Ontario, un demi-million sur 15 millions. Et si on prend la totalité du continent, ben, c'est 400 millions de personnes, de locuteurs. On est 8 millions sur 400 millions. Faites le calcul, je l'ai fait hier avec une calculatrice. Je n'ai même pas été capable de faire mentalement. 2 2 sur ce continent-là. Donc, on est noyé dans un continent américain. C'est pour ça qu'on porte une attention particulière à des ressources éducatives en français. Alors, c'est une des raisons principales qui motive le ministère de l'Éducation. La situation, justement, au Canada, ben, vous voyez qu'il y a l'Ontario et la Colombie-Britannique, le BC Campus, c'est British Columbia. Alors qu'ils ont deux organisations qui sont nées dans les années 2010, qui fonctionnent assez bien, des structures qui encouragent le développement de réel et depuis assez longtemps. Bon, en BC Campus, c'est en anglais, et Campus Ontario, il y a un petit peu de ressources en français, mais disons que c'est à peu près ça. Québec est arrivé avec la Fabricante en 2019. Ces deux ressources-là, eCampus Ontario et BC Campus, ça nous a précédés. Donc, on s'est basé d'ailleurs un peu sur leur structure pour élaborer la Fabricante.
même si la structure est beaucoup plus élaborée, je dirais, de la fabrique réelle d'encadrement. Et il y a aussi une petite ressource du côté de l'Atlantique là, qui existe au Canada. Bon, au Québec maintenant, depuis 2019, les choses ont un peu évolué. Bon, je vais passer les années, les premières années du côté du ministère, mais disons que simplement dire qu'il y a un nouveau plan de transformation numérique aujourd'hui qui a été, enfin, qui n'a même pas encore été publié officiellement, si j'ai bien compris. Et la fabriquerelle se situe à l'intérieur de ça, donc en rouge. Et puis, il y a d'autres organisations qui gravitent autour de ce plan de transformation numérique là au Québec. Le pôle d'expertise en formation à distance, bon, ça veut un centre d'expertise pour favoriser disons, l'appropriation de la formation à distance dans nos différents établissements. C'est sûr que la COVID, on l'a vu comme probablement chez vous, pendant la COVID, des horreurs en termes d'appropriation de formation à distance. Alors, ça vient un petit peu pallier les manques à cet effet-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le pôle d'expertise en formation à distance, je veux dire comme ça, ils ont un peu copié notre modèle d'encadrement. Ça prouve qu'il y a quand même certains outils que je vais vous montrer tout à l'heure. Ils sont vraiment, ils ont vraiment utilisé beaucoup, plusieurs de nos outils. Et d'ailleurs, ils ont aussi un appel à projets comme nous et ils exigent d'abord de faire des ressources éducatives libres avec des licences que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, bon point pour nous. Le pavillon Rennes, c'est en fait un répertoire de ressources éducatives numériques. J'insiste là-dessus. C'est d'ailleurs marqué REN et non pavillon REL. Donc, ressources éducatives numériques, on a des ressources de tout ordre avec tous les types de licences. Sauf qu'on nous promet que ce répertoire-là, donc ce n'est pas un dépôt pour le moment, mais ça pourrait le devenir, ça devrait le devenir d'ici 2 à 3 ans, quelque chose comme ça. Alors, on espère d'avoir un dépôt provincial pour enfin être capable d'avoir un point central, comme ça l'est d'ailleurs en Ontario et en Colombie-Britannique. Ils ont des dépôts centraux qui permettent de trouver plus facilement les ressources qui ont été développées. Il y a aussi les bibliothécaires qui sont en orange, qui sont quand même actifs. Je vois je sais qu'il y a beaucoup de bibliothécaires ici dans la salle aussi. J'ai discuté avec plusieurs où vous êtes présents, les bibliothécaires et présentes dans les conférences aussi. Au Québec aussi, du côté des ressources éducatives libres, sont très actives. Et puis, j'ai active, en majorité, ce sont des femmes, évidemment. Euh, et donc, il y a une association qui ont quelques projets, entre autres un projet qui travaille avec le gouvernement pour essayer d'avoir une plateforme qui soit accessible à tous les établissements d'enseignement pour la création et la diffusion. Je vais vous en parler d'ailleurs. Là, si on pense à Pressbooks, c'est essentiellement ça qui est dans l'air pour le moment. Alors voilà, en gros, je vais vous donner quelques chiffres. Bon, ce sont des sommes et peut-être que du point de vue de la Suisse, ça paraît assez faible. Puis effectivement, ce n'est pas une grosse structure que nous avons. 2 millions de dollars sur 4 ans que nous avons eu là, récemment, calculé, diminué par, c'est le 2 tiers à peu près, là, la conversion en francs suisses. Alors, c'est pas énorme, hein, 1,3 million de francs suisses pour 4 ans. Ça paie en fait l'équivalent de peut-être 2 ou 3 personnes de salaire par année, puis à peu près 150 000 dollars de subventions directes au projet. Alors, c'est ça notre financement. C'est une structure vraiment relativement légère. Et puis, donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail la structure plus tard. Euh, on organise aussi comme initiative, bon, depuis l'année passée, vous savez qu'il y a une semaine au niveau international de l'éducation ouverte. Ben, nous, cette année, on a fait un mois de l'éducation ouverte. On trouvait qu'on avait trop de choses à dire, peut-être qu'on était vraiment motivés. On a étalé ça sur un mois et ça a assez bien fonctionné d'ailleurs. Il faudrait qu'on vous communique l'information, puisque c'est en français, c'est quand même intéressant. On va le refaire cette année. Il y a un projet de politique de réel. Je sais qu'il y a des projets, j'en ai entendu parler ce matin là, dans une université de Zurich. Il y a une politique, peut-être que vous en avez plus que nous, mais chez nous, les politiques sur les ressources éducatives libres, c'est rare. Il y a une université actuellement qui est en train d'en rédiger une. Alors, ça bouge un petit peu sur ce plan-là. Il y a aussi des personnes qui ont été nommées. Bon, je sais qu'ici, on a Mathilde et je ne sais pas si
Hermeline est aussi dédiée à l'éducation ouverte. En tout cas, vous avez des mandats qui se rapprochent de cette question-là. On commence à voir aussi dans nos universités des professionnels qui sont dédiés à l'éducation ouverte. C'est le cas dans deux universités. Là, dans un cas, c'est une conseillère pédagogique. Dans un autre cas, c'est une bibliothécaire. Il y a eu une initiative de la part des bibliothécaires aussi de faire une co-rédaction, un guide, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme LibGuide, mais en tout cas, c'est une plateforme qui permet de rédiger des livres, un peu comme WordPress, si j'ai bien compris. Mais en fait, ils ont fait un guide écrit en collaboration de bibliothécaires de plusieurs universités. Ça a été partagé dans plusieurs universités. D'ailleurs, c'est accessible, évidemment, en licence libre, ça aussi. C'est facile à trouver si vous cherchez LibGuide REL Québec dans une université. Vous allez trouver différentes adaptations dans les universités. Il y a aussi, j'en ai parlé, le comité de travail PBUC et colloque de l'ACFAS que nous avons organisé. ACFAS, c'est l'Association canadienne du savoir. La Fabriquerie a organisé un colloque en 2003. Il y a eu un autre colloque l'année passée sur le sujet. Donc, ça bouge quand même un petit peu au Québec sur les REL, mais c'est graduel. La Fabriquerie maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, Mathilde disait, c'est une organisation, j'avais pas entendu le terme, comment vous dites ça, curation, pour parler de ce qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on se qualifie nécessairement. Et bon, c'est peut-être un terme qui permet de comprendre de quoi il s'agit. En fait, c'est un projet au départ, mais maintenant, c'est la cinquième année, refinancement. Ce n'est plus vraiment un projet. On peut parler d'une organisation maintenant, peut-être pas permanente, mais qui a une vie bien à elle. Donc, c'est une organisation inter-établissement. Donc, on a plusieurs organisations. Vous allez voir les noms des établissements qui font partie maintenant de la fabrique. Bon, avec une petite équipe. Oui, on a une direction, une coordination, des personnes conseillères pédagogiques, des bibliothécaires. Et puis, on a une structure assez classique, le comité de gestion, comité d'orientation. Ça, c'est dans les structures administratives. Vous pouvez vous retrouver assez bien là-dedans. Donc, comité de gestion. On a une personne à la direction. C'est centralisé pour le moment, physiquement, bien qu'on travaille beaucoup de façon virtuelle à l'Université de Sherbrooke. On a des services de secrétariat aussi qui viennent de là. Notre coordination aussi, Christian, bonjour, qui est à la caméra à l'autre bout, probablement, qui est mon collègue, qui assume la coordination depuis quelques mois. Et puis, donc, bibliothécaire et conseillère pédagogique, conseillère et conseiller pédagogique, je suis un conseiller pédagogique. Je travaille à 3 jours et demi avec la Fabrique REL. Je suis libéré par mon université, qui est l'Université Laval, à Québec. Et puis, on a des gens qui proviennent, donc, qui ont été libérés quelques heures par semaine ou une journée ou deux par d'autres universités. Alors, ça constitue notre petite équipe. Mission de la Fabriquelle. Alors là, vous allez trouver ça un petit peu drôle. C'est que la Fabriquelle ne fabrique pas de REL. C'est un peu étrange. C'est à 90% vrai. En fait, notre mission, ce n'est pas de créer des REL nous-mêmes. Notre mission, c'est d'accompagner les établissements à en créer, accompagner les enseignants et les enseignantes pour en créer. Mais ce qui est faux, c'est que, en fait, on en développe un petit peu, mais ce sont des métarels. On appelle ça des métarels, donc des ressources qui vont aider les équipes à développer des règles. Donc, on en fait quand même un petit peu, mais ce ne sont pas des ressources disciplinaires, donc sur des contenus d'enseignement. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu mal nommé, à mon avis. Moi, je suis arrivé après la création de la fabrique. Peut-être que je n'aurais pas choisi ce nom-là, mais ce n'est pas laid comme nom non plus. Alors, les actions principales de la fabrique, ben, il y a un appel à projet annuel. À chaque année, là, depuis les 4 dernières années, on a un appel à projet. Je parlais du 150 000 par année qui est proposé pour ces différents projets-là. J'en reparle un petit peu plus tard. Et puis, puis c'est à peu près 13 projets qui sont subventionnés, 12 ou 13 projets par année. Et donc, on fait du soutien à ces différentes équipes-là de différentes façons. Je vais vous montrer les outils. Et bien sûr, on a comme objectif secondaire, là, renforcer les expertises au Québec en lien avec les REL, dans les différents établissements, positionner le Québec dans la francophonie canadienne. Et puis, jouer un certain rôle fédérateur. Donc, c'est, disons, les objectifs secondaires. Les établissements, vous les connaissez de nom, les établissements fondateurs. Université de Sherbrooke, Université de Montréal, Université Laval. Comme tout bon projet, hein, ça commence par une idée. Il y a eu un contexte favorable en 2018, un plan assez ambitieux avec des compétences, une douzaine de compétences numériques, etc. Il y avait une ouverture pour la production de ressources.
3 directeurs de services de soutien à l'enseignement se sont dit, ah, il y a peut-être moyen de faire un projet autour de ça. C'est ce qui s'est fait. Soumission au gouvernement, il y a eu une première subvention. C'est aussi simple que ça, comme ça s'est passé. Et puis, tranquillement, ben, il y a eu, au fil des années, d'autres établissements universitaires qui se sont greffés. On en a maintenant, et puis des établissements de niveau collégial, collège d'enseignement général et professionnel, certains s'appellent collège, d'autres cégep. Bon. Au total, il y a environ une quinzaine d'établissements là, qui ont fait des projets avec nous et qu'on a formés en partie, disons. Donc, le projet, l'appel à projet annuel, euh, bon, il y a un document qui sort à peu près, vous voyez, c'est à peu près fin janvier, je crois. On donne à peu près un mois pour soumettre des projets ou un petit peu plus. C'est destiné aux personnes enseignantes. C'est des personnes enseignantes qui doivent monter un projet, un document d'environ 6-7 pages. Et puis, on doit décrire donc de quoi il s'agit. Deux options, manuel ou note de cours. Manuel, ça peut être phase 1, phase 2, parce que écrire un manuel je vous disais tantôt, des fois 500-600 pages, c'est long. C'est très long. Donc, dépendant de l'ampleur, on peut subventionner une première phase ou une deuxième phase. Il y en a qui nous arrivent avec, ça fait 2-3 ans qu'ils travaillent dans leur coin tout seuls. On fait une première phase de leur manuel, mais ils n'arrivent pas à le terminer. C'est arrivé l'année passée. Et puis, donc, on les aide, on a aidé un enseignant à terminer son manuel qui avait déjà commencé. Donc, phase 1, phase 2. 5 à 15 000 selon la catégorie. Le 15 000 c'est pour les manuels. Note de cours, c'est un petit peu plus éclaté, je dirais. Il y a plus de multimédia, de scénarios en branchement, toutes sortes de choses qu'on peut retrouver. Mais du côté des manuels, c'est peut-être un petit peu plus classique, un petit peu plus linéaire. Bien que les manuels d'aujourd'hui, ce ne sont plus les manuels d'avant, hein. On a des vidéos là-dedans maintenant, on a de l'interaction, toutes sortes de possibilités. Voilà, il faut que ça cible aussi les personnes étudiantes. C'est destiné aux personnes étudiantes, ce n'est pas du matériel nécessairement juste pour les enseignants, pas juste du matériel pédagogique. Pédagogique, il faut que ça cible les personnes étudiantes. Voilà. Alors, et aussi, dernière caractéristique, il faut qu'il y ait l'appui de la direction. C'est-à-dire que la direction doit consentir que l'enseignant demande une subvention et réalise son projet. Pourquoi? Parce qu'on demande aussi à ce qu'il y ait une personne bibliothécaire et une personne conseillère pédagogique qui entoure la personne enseignante. Parce que, oui, c'est beau les projets, mais notre objectif final, vous allez voir, c'est un petit peu plus large que ça. Pour la sélection des projets, ben, écoutez, c'est assez classique. On a un comité, jury, etc., qui est formé de différentes personnes, y compris des personnes étudiantes qui viennent juger de la qualité de ces projets-là, avec des critères de sélection bien établis. Bon, ça, c'est assez classique. Et finalement, 13 projets qui sont reçus. Approche d'accompagnement à la création de REL. Deux choses. On a un parcours de création 6 étapes qui a été développé dès le départ à la Fabrique Réelle. Modèle qui ressemble, pour les personnes qui connaissent, à ADDIE, ADDE, là, analyse, design, development, implementation, evaluation. Bon, c'est assez classique. Les gens qui font de la gestion de projet, on connaît ça aussi. Les gens qui font en ingénierie sont habitués aussi à ce genre de modèle-là. C'est quand même assez classique. Sauf qu'on a adapté. Et numéro 2, recherche de réel. Ben, pourquoi recherche de REL? Parce qu'une des raisons pourquoi on fait des REL, c'est d'éviter de réinventer la roue. On ne va pas recommencer des choses qui ont déjà été faites. C'est de l'énergie inutile. Ça s'inscrit dans les objectifs de développement durable très, très bien. Ça, on n'a pas réinventé la roue, hein. Et donc, on consacre une étape je dirais complète ou plus ou moins complète selon les projets, évidemment, à la recherche de REL. Qu'est-ce qui existe déjà qu'on pourrait récupérer? Alors, il faut qu'on y mette du temps. Ça ne se fait pas par hasard et on n'a pas malheureusement de moteur de recherche hyper puissant qui nous permette de trouver ça en un temps de mouvement. Et c'est même un travail, non seulement des personnes bibliothécaires qui sont spécialisées là-dedans, mais de toute l'équipe, parce que toutes les idées sont bonnes au moment d'alimenter, disons, la phase qui précède la phase de conception, qui est la troisième. Donc, les personnes bibliothécaires sont intégrées dans ce cycle-là, qui est plus un cycle de développement pour les personnes en ingénierie pédagogique ou en conseil pédagogique comme moi. Je suis habitué, moi, à ce genre de modèle de développement-là, mais pas avec une étape de recherche qui est intégrée là. Moi, juste pour vous dire, j'en discutais encore ce matin, l'intégration des bibliothécaires dans la création de ressources, ce n'était pas naturel du tout pour moi. Je suis conseiller pédagogique, j'ai fait beaucoup de ressources pédagogiques avec des personnes enseignantes.
travaille pendant, ça fait 25 ans que je fais l'Université Laval. Je n'avais jamais travaillé avec des bibliothécaires dans le contexte de développement de matériel. Alors, j'ai apprivoisé le rôle des personnes bibliothécaires. Et pour nous, à la Fabriquelle, vous allez voir, c'est véritablement un complément, un travail d'expertise multiple. Alors, on a intégré dans ce processus-là l'étape de recherche de réel et aussi l'étape de diffusion, qui est aussi en expertise, du côté de l'expertise des personnes bibliothécaires. Ce n'est pas quelque chose qu'on connaît, nous, les personnes, les conseillers pédagogiques, conseillers pédagogiques. En tout l'aspect des métadonnées, c'est complètement nouveau pour nous. On touche très, très peu à ça. Donc, il y a véritablement une complémentarité intégrée à l'intérieur du cycle même. Bon, il y a plusieurs étapes, évidemment, on ne les passera pas toutes. Simplement pour vous démontrer ici, dans ce tableau-là, la complémentarité, justement, des acteurs. Vous voyez les 6 étapes en haut, en abscisse et en ordonnée, à la verticale, les différentes personnes qui peuvent intervenir. Bien sûr, la personne porteuse de projet, aussi des personnes étudiantes qui sont intégrées dans les équipes, les bibliothécaires, les personnes conseillères pédagogiques ou ingénieurs pédagogiques, et bon, évidemment, aussi les équipes de médiatisation, parfois c'est un peu plus complexe, et la révision linguistique nécessaire, évidemment, entre autres dans les manuels. Donc voilà. Belle complémentarité, vous voyez, c'est du travail à plusieurs étapes de plusieurs personnes. Pour nous, c'est ça, un gage de qualité. Pourquoi on utilise on propose cette approche-là, qui n'est pas une approche absolument contraignante, malgré ce que ça pourrait laisser croire. C'est plutôt une suggestion, une forte suggestion, on pourrait dire ça comme ça. Bien sûr, c'est un cadre rassurant hein, quand on a un modèle bien structuré avec des étapes, on sait où est-ce qu'on s'en va, surtout lorsqu'on est plusieurs personnes. Ça facilite aussi le processus de communication. Là. Plusieurs acteurs, on peut communiquer au sujet de telle tâche qui a été faite ou tel problème qu'on rencontre à tel moment. Et puis, ça augmente aussi le niveau de satisfaction. Ça permet de créer des listes de vérification. Est-ce que ça a été fait, ça? Est-ce que ça a été fait? Ah oui, donc il faut qu'on fasse la vérification de la position des logos à tel moment, à tel endroit dans notre ressource. Toutes sortes de petites choses comme ça. On a des listes de vérification que vous allez pouvoir utiliser d'ailleurs, télécharger si vous le voulez. Je vous disais qu'on est un petit peu rusé. Notre objectif, ce n'est pas nécessairement de faire, de créer, de faire en sorte qu'il y ait des règles qui soient créées dans les établissements. C'est d'aller plus loin que ça. Notre petite équipe à gauche, que je vous ai dit qu'il y avait des bibliothécaires, conseillers pédagogiques, coordination, deux, trois personnes en temps l'équivalent là, qui travaillent par semaine sur cette équipe-là. Mais on fait du soutien de la formation à chacun des 13 projets annuels qui ont été acceptés. Si on en prend un projet dans un cégep ou université, vous voyez que, bon, oui, il y a une personne porteuse de projet, mais aussi un bibliothécaire conseillère pédagogique qui forme ce qu'on appelle souvent un binôme professionnel. Hein, en complémentarité, ces deux personnes-là vont être appelées à travailler ensemble avec la personne porteuse de projet, donc la personne enseignante, le professeur, et puis, parfois, donc, des étudiants, des personnel technique, à l'intérieur même, en local, dans les différents établissements. Parce que nous, vous voyez, c'est des cégeps et des universités qui sont un petit peu partout au Québec. On travaille vraiment de façon virtuelle. Hein. C'est tout le temps comme ça. Et donc, on offre du soutien de la formation, mais faire un projet. Et après le projet, ce qu'on ne dit pas tout à fait clairement au début, ben, on s'attend à ce que ces équipes-là disons, passent leur expertise à leurs collègues, hein, les personnes professionnelles, bibliothécaires, conseillers pédagogiques, passent cette expertise-là à leurs collègues aussi. Et puis que les professeurs qui ont développé des projets ben, servent de modèle à leurs collègues aussi pour développer d'autres réels. Donc, propager la culture des réels dans l'établissement, c'est un petit peu comment dire, notre cheval de Troie, l'appel à projet pour que la culture des REL s'imprègne dans les différents établissements. Bon, le parcours, que je vous ai présenté tantôt, vous voyez, on a un certain nombre d'activités dans notre calendrier. On a jusqu'à 13, c'est à peu près ça qu'on a depuis une couple d'années. Donc, beaucoup d'activités de soutien, d'encadrement, de formation. Je vais vous présenter ça maintenant. En gros, on a quelques activités de gestion, de soutien à la gestion. Donc, coordonnateur, directeur de la fabrique vont rencontrer mon rencontre d'accueil au tout début, une petite rencontre administrative collective, en fait, petite équipe de 3 à 4 projets pour discuter ensemble de comment ça se passe. Ça se fait plutôt convivial, c'est pas nécessairement contraignant, c'est vraiment, on est dans un mode accompagnement. Hein. Les profs, même si c'est quelques milliers de dollars, on n'est pas là pour dire, ah, vous avez ça à faire, vous avez tel rapport, remettez-nous. Non, on n'est pas du tout dans cette attitude-là. On veut vraiment que les projets réussissent. Donc, c'est très convivial.
Et à la fin, il y a un formulaire de rétroaction pour nous aider à améliorer notre processus. Donc, au niveau gestion, c'est aussi simple que ça. Niveau pédagogique, ça, c'est beaucoup moi et les autres personnes qui ont conseillers pédagogiques. Mais d'ailleurs, mon nom est marqué, le Claude. Alors, je fais les rencontres de démarrage avec chacune des 13 équipes. Donc, lancer les projets. Il y a d'autres activités au départ, mais s'assurer que tout le monde comprend bien le même projet, parce que c'est la vision du professeur ou de la professeure qui a rempli la demande de subvention. Et les professionnels qui travaillent avec cette personne-là ne comprennent pas nécessairement la même chose. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on veut faire, etc. Donc, on lance le projet. Ensuite, on laisse aller. On laisse aller pendant 4 mois. Et il y a une rencontre de mi-parcours. Fin octobre, quand je reviens au Québec, moi, j'entame les rencontres de mi-parcours avec les 13 projets qui sont en cours actuellement. Donc, on vient de passer l'été. Ils ont travaillé ou pas. Ils ont amorcé probablement leur projet. C'est l'occasion de leur pousser un petit peu dans le dos, de voir qu'est-ce qui peut être ajusté, modifié pour aller plus loin. Et parce qu'on travaille beaucoup à l'automne, hein, c'est dans le calendrier. Et voyez, mars, c'est la date où ils doivent avoir fini, 1er mars. Ça va très vite quand même dans une année, c'est à peu près 10 mois. Donc, une rencontre de fin de projet, on les prépare à valider leur projet et bien emballer leur projet, je dis souvent ça comme ça, pour faire en sorte que, quand on dépose, on a quelque chose de bien, d'autonome, de solide. Je vous invite à aller, je vous impose même de scanner ce code-là, d'aller voir ou de taper l'adresse, retenez ça, trousse, fabriquerel.org/trousse. Bon, c'est pas pour nous vanter, mais on a quand même gagné, Marianne Dubé et moi, comme conseiller pédagogique, un prix auprès de nos collègues, qui a été attribué par nos collègues, de l'Association Immersion CMP au Québec, dans la catégorie ressources éducatives. Donc, c'est une trousse d'outils. Donc, ça vaut quand même le coup d'œil, hein. Une trousse d'outils, vous voyez, il y a 40 documents qui permettent de soutenir. Je vous parlais de Métarel tout à l'heure, des documents qui nous servent et qui servent aux équipes dans le soutien à la création. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, donc je vais juste vous montrer deux, trois ressources là-dedans. On a entre autres, par exemple, l'univers des REL. Donc, qu'est-ce que c'est les REL? Évidemment, c'est accessible à tout le monde, hein, ce site-là. Donc, qu'est-ce que c'est les REL, les premiers pas, quoi, quand, comment? Le rôle du binôme, à quoi ça sert? C'est quoi votre responsabilité dans les équipes, là? Alors, ce sont c'est le genre de ressources. Si vous allez sur le site, vous allez vous retrouver dans un Geniali. On a monté ça là-dessus, ça se veut très, très convivial, avec le processus, le parcours de création et une liste de documents. Alors, ils sont tous listés ici. Ce sont des documents qui sont sur Google Docs en arrière. Alors, c'est facile aussi à télécharger individuellement ou en vrac. Donc, vous pouvez télécharger la trousse des 40 documents si vous voulez en un zip, là. C'est aussi simple que ça. C'est très, très facile à manipuler. Et le genre de documents qu'on retrouve, donc associés à chacune des étapes de développement. Bon, par exemple, c'est quelques documents qu'on peut retrouver. La banque de REL, ben, on nous demande souvent où est-ce que je peux trouver des images, des vidéos qui sont compatibles avec la licence que je choisis, moi. Bon, alors on donne une série, c'est pas très nécessairement chic, là, une série de banques qu'on peut consulter pour trouver des illustrations. C'est une des premières choses qui énerve les gens. Ouais, mais avant, moi, je prenais une image ici, puis il n'y a pas de problème, là, je ne me souciais pas des droits d'auteur. Mais non, quand tu choisis une licence maintenant, il faut te soucier, est-ce que ton image propose une licence qui est compatible avec celle que tu vas choisir. Alors, d'avoir, ça a l'air simple, mais c'est une des ressources qui est les plus consultées parce qu'on a besoin de ça très, très souvent dès le départ. Les balises éditoriales. On aurait déjà un document d'une vingtaine de pages, vous voyez avec la table des matières à gauche. Alors, ce n'est pas instinctif de rédiger un manuel d'enseignement, hein, un textbook, comme vous disait tout à l'heure, ce matin. C'est pas un article scientifique, un manuel de cours, là. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce sont des techniques qui s'apprennent. On a consulté un éditeur aussi pour nous aider concernant les normes, la façon de présenter les choses. C'est un document qui se veut générique. Des techniques aussi de rédaction. Comment insérer de la pédagogie dans un document textuel? Ce n'est pas tout à fait évident, là. Alors, il y a des styles de rédaction, il y a toutes sortes de conseils. On parle aussi de l'équité, diversité et l'inclusion. Évidemment, on réfère aux normes de chacun des établissements. Ce n'est pas à nous d'imposer ça, mais c'est évidemment fortement recommandé. On a un petit clin d'œil aussi en 5.4 sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je n'en avais pas parlé encore, mais évidemment, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Nous, ce n'est pas une exigence, c'est quelque chose qui peut être utilisé.
au niveau des suggestions et des précautions, c'est de cet ordre-là. Puis vous voyez la page à droite, ben, c'est une page de deuxième de couverture, là. Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans ça? Un résumé, les licences explicites, les logos, comment les placer, etc., ce genre de conseils-là. Donc, document aussi qui est très consulté. Du côté de la formation maintenant, à la création de REL, toujours le même processus de création. Alors, on a des formations qui s'adressent à tout le monde. Lorsque les équipes commencent au début, ça nous fait une bonne centaine de personnes ou presque 80-100 personnes qui connaissent ou pas les REL. Donc, l'univers des REL. On a aussi un midi discussion sur les licences, puis des ateliers Pressbooks 1 et 2. Et puis pour les binômes, une formation à chaque étape. J'en parle un petit peu plus dans les prochaines diapositives. Donc, l'univers des REL, on répond aux questions de base, hein. Qu'est-ce qu'une REL? C'est quoi les bases? On parle un petit peu des licences, etc. Donc, information générale, les valeurs des REL, d'où est-ce que ça vient, les définitions de l'UNESCO, etc. Bon, voilà, c'est assez simple. Les licences Creative Commons, beaucoup de questions, hein, c'est compliqué, les licences. C'est une histoire de droit, en réalité. Et puis, les gens sont plutôt résistants, ne comprennent pas trop pourquoi on devrait aller vers des licences CC BY les plus libres. Rares sont les équipes qui vont avoir des licences CC BY, à moins d'être déjà familiarisées avec les licences. Donc, souvent, ils vont choisir des licences plus conservatrices, CC BY, NCSA, la plus libre la moins libre des licences libres. Mais on se pose beaucoup de questions. Alors, on invite une spécialiste, une experte en droit d'auteur, à venir faire un midi discussion, répondre aux questions que les gens se posent au sujet des licences. C'est toujours un succès à chaque année. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Pardon, je vais aller un petit peu trop vite. Le troisième, c'est Pressbooks 1 et 2. Alors, Pressbooks, c'est notre outil, c'est un des outils qui est utilisé pour faire, je vais le situer tout à l'heure, pour faire de la création de REL, de manuels en particulier, un dérivé de WordPress, pour ceux qui connaissent WordPress. Et donc, on a un atelier pour l'apprentissage de ce logiciel-là, même en deux phases, parce que l'apprivoisement et puis un petit peu la spécialisation. On a des ateliers donc spécialisés pour les équipes, les binômes professionnels. Alors, à chacune des étapes, bon, l'analyse de besoins, c'est plutôt axé sur c'est quoi votre rôle. Le deuxième, comment faire une recherche de réel, même s'il y a des bibliothécaires qui sont intégrés dans l'équipe. On leur propose une façon de faire avec des documents aussi qu'on peut trouver dans la trousse. Un guide, comment procéder, comment trouver les mots-clés, comment les déterminer, quels outils utiliser, comment intégrer les ressources, peut-être en utilisant Zotero ou EndNote ou un autre logiciel ou même Excel pour compiler les résultats. Comment se les partager? Puis comment choisir aussi les ressources qui nous intéressent et mettre de côté celles qui sont moins intéressantes, mais pas nécessairement pertinentes pour le projet. Troisième atelier sur la conception, ben, ça, on s'inspire en fait du creative design. L'idée, c'est qu'il y a des projets qui sont soumis, mais pas très, très bien conçus encore. Beaucoup de questions. Moins le cas du côté des manuels, parce que c'est un petit peu plus classique, mais du côté des notes de cours, parfois, on reçoit des projets où l'idée est bonne, mais pas nécessairement développée. Alors là, on va leur suggérer de faire un sprint de conception, un sprint de design pédagogique, toute l'équipe ensemble, on réfléchit ensemble à déterminer qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on veut faire. Ça part évidemment d'idées de la personne enseignante. Et là, on y va vers un processus de réflexion, hein. C'est du brainstorming. Divergence, convergence, c'est un peu le principe. On soumet des idées, parfois même farfelues, mais on vote sur les idées et on en arrive à des suggestions intéressantes. C'est surprenant ce qui sort de ces sessions-là. Vous avez peut-être participé déjà à ce genre de sessions de réflexion-là. Euh, on en ressort avec, on suggère de le faire en présentiel, mais parfois on ne peut pas. Parfois, il faut le faire de façon virtuelle. Parfois, on suggère nous 2 jours, mais bon, parfois on a juste une demi-journée, tout le monde ensemble, ça peut être une journée, etc., ou 2 demi-journées séparées. Mais c'est surprenant ce qui sort de là. Une cohésion d'équipe incroyable, hein? On apprend à se connaître,
des différentes professions. C'est pas, nécessairement, on n'est pas nécessairement habitué de travailler ensemble. Même du côté des personnes enseignantes, peut-être qu'ils ont déjà travaillé avec un ou une bibliothécaire, peut-être jamais. Peut-être qu'ils ont déjà travaillé avec une personne conseillère pédagogique, peut-être jamais. Personnes étudiantes qui ont engagé, c'est peut-être complètement nouvelle. Alors, on sort de là vraiment soudé, on sait où est-ce qu'on s'en va. On fait dans un deuxième temps même du maquettage, papier carrément. On sort des maquettes, on vote sur les maquettes, les meilleures idées. Et tranquillement, on s'en va vers le prototypage, donc une première ébauche de notre ressource. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va recommander aux équipes qui ont des idées, mais pas très, très bien développées encore. Les sources et les formats. Ben, du côté des REL, il faut toujours penser à fournir la source et le produit final. On parle de version crue et cuite, hein. C'est facile à retenir. C'est oui, le petit fruit à la pomme et la tarte aux pommes. Euh, L'idée, c'est qu'on veut permettre évidemment le maximum d'adaptation. Donc, il faut fournir les sources, toujours fournir les sources. Un exemple simple, c'est le fameux PDF qui est difficilement modifiable. Bon, aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de le faire un petit peu plus facilement, mais ça reste difficile. Alors, il vaut mieux, évidemment, utiliser le format Word. Du côté du code, bon, on peut faire des sites web, mais si on donne le langage qui a servi, le code qui a servi à le produire, parce que c'est souvent le cas dans certaines règles, évidemment, ça va aller beaucoup mieux. Alors, le principe de base, c'est ça. Nous, on n'est pas, on n'impose pas les logiciels qui doivent être utilisés. On leur dit, utilisez des logiciels quand même qui sont utilisés déjà dans votre milieu, hein, qui sont connus dans votre milieu. Si c'est la suite Office, ben, c'est la suite Office ou Google Drive, bon, écoutez, ça va, c'est ce que vous utilisez, c'est ça qui va permettre, il ne faut pas utiliser des logiciels qui coûtent des centaines de dollars ou de francs suisses qui sont réservés à un public très, très restreint. Non, non, on fait des règles pour que ce soit utilisé par un maximum de gens. Donc, choisissez en fonction de vos paramètres. Il faut analyser tous ensemble. Ce n'est pas simple, là. Il y a différents paramètres à considérer. Vous pourrez consulter la présentation complète pour voir les paramètres. J'ai sauté cet aspect-là. Du côté du choix des outils, justement, là, il y a c'est une représentation, c'est inspiré de Santiago. Vous irez voir l'article. On a classé ça en low-tech, middle-tech, high-tech. Bon, selon les projets, vous voyez, en sciences humaines versus, on en a parlé un petit peu déjà aujourd'hui, puis dans les derniers jours, il y a des différences, évidemment, dans le traitement, la façon de faire du côté des sciences humaines versus les STEM ou les STEM, là, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Du côté des sciences humaines, on va plus en général vers des outils low-tech, les suites bureautiques qu'on connaît. Bien sûr, du côté des sciences plus dures, les gens aiment programmer. C'est dans la culture, faire des logiciels libres. Souvent, la plupart aiment programmer, ou il y a toujours un petit côté programmation en intérieur. Souvent, ils vont utiliser bon, la plateforme GitHub depuis des années pour développer, ou GitLab, enfin, développer, placer leur code. Plusieurs vont faire du Markdown, c'est un logiciel qui était, c'est bon, c'est assez simple pour le codage, mais qui évolue. Les derniers projets, plusieurs spécialistes là, de ces environnements-là ont dit que Quarto, si ça vous intéresse, était quelque chose de très, très prometteur, là, que ça évolue bien et c'est probablement l'avenir. Ce qui est particulier du côté des Steam, c'est que les plateformes, c'est pas stable, ça évolue énormément. C'est ce qu'on réalise, là. Il y a beaucoup de. On développe la réelle, puis on développe en même temps la plateforme. Il y a un petit côté comme ça, puis les responsables de projet aiment aussi ce petit défi-là. C'est la particularité qu'on a constatée. Dans le milieu, on a un outil comme Pressbook qui est bon, qui est convivial, qui fait quand même pas mal de choses, mais qui se complexifie un petit peu quand on veut paramétrer des choses, hein. Il faut connaître le code HTML puis aller un petit peu plus loin. Mais il y a l'intérêt quand même d'être assez convivial puis de pouvoir intégrer aussi, je le disais tout à l'heure, via des logiciels, des plugins, du H5P, donc des animations, des exercices, toutes sortes de choses, ou du Genially, ou des vidéos YouTube. Donc, ça devient intéressant. On a un manuel qui a des éléments interactifs, des éléments visuels. On n'est plus dans le manuel, comme je disais tout à l'heure, classique. Cinquième atelier, type d'atelier, la validation. Ça, cet atelier-là, cette étape-là, elle est souvent très négligée. Évidemment, elle est cruciale pour assurer une certaine qualité dans notre réel. Donc, on passe du temps là-dessus, on se dit, écoutez, c'est entre 1 et 1 mois qu'il faut passer sur la validation avant la fin du projet, là. Commencez de bonne heure. Commencez par un premier module, un premier segment, et assurez-vous de faire le cycle complet avec tout le monde. Puis validez auprès de vos deux publics cibles. Premier public cible, les personnes étudiantes. Deuxième public cible, les personnes enseignantes. Alors, il faut faire ce tour de roue-là.
On leur propose des techniques de validation. La plupart du temps, pour les manuels, c'est des comités de lecture. Pour les personnes étudiantes, pardon, les personnes enseignantes, c'est des comités de lecture. Pour les personnes étudiantes, un essai carrément dans la classe, très souvent, c'est ce qu'ils vont choisir. Finalement, pour la diffusion, ben oui, il faut déposer sur une plateforme. Je vous l'ai dit, on n'a pas de plateforme au Québec. Actuellement, à la Fabricelle, on a décidé d'aller vers une communauté Zenodo. C'est simplement que ça. Ça a réglé une foule de problèmes de trouver une solution comme ça temporaire. D'ailleurs, si vous êtes allé, si vous avez scanné tout à l'heure, vous avez vu la présentation et sur notre communauté Zenodo. Puis si vous cliquez sur Fabriquerel, sur ce lien-là, Fabriquerel, la communauté Zenodo, vous allez trouver la plupart des 90 des REL qui ont été développés à la Fabriquerel. L'autre 10 c'est placé sur une plateforme de dépôt à l'Université de Sherbrooke parce que c'est la seule université qui a une plateforme de dépôt intégrée, fonctionnelle avec des permaliens. Alors, l'objectif, c'est d'avoir un permalien au bout du compte. Voilà, avec les métadonnées et tout. Donc, à part le dépôt, il faut aussi établir un plan de communication. C'est beau déposer quelque part, mais il faut la faire connaître, votre REL. Si on veut, c'est pour ça que vous l'avez développé, il faut que les gens l'utilisent. Donc, c'est développer, on a parlé d'un plan de com, c'est peut-être un terme fort, mais c'est exactement ça. Déterminer pour quel public cible, quel public cible votre REL s'adresse et trouver des moyens de la faire connaître. Par exemple, à droite, vous avez là, par exemple, un article dans une revue professionnelle les deux psychoéducateurs, donc, ils ont écrit un article dans la revue. Ça peut être une formule flash. On a un événement qui s'appelle la vitrine réelle. 10 minutes de présentation de votre réel en Zoom de façon virtuelle. On enregistre tout ça. C'est même sur notre site web, si vous voulez aller voir. On a des vitrines réelles des années passées. Ou présentation dans un colloque. Ça va même jusqu'à, congrès de l'ACFA, j'en ai parlé tantôt, ça va même jusqu'à présenter, on a un prix du ministre ou de la ministre, selon que c'est une femme ou un homme, au Québec au niveau de l'éducation supérieure. Et je sais qu'il y a une couple, je ne dirais pas qui, mais il y a une couple de nos projets qui ont soumis leur candidature cette année parce qu'ils étaient très fiers de ce qu'ils avaient développé comme manuel. Et puis, bon, on n'a pas encore eu la réponse, on verra bien. Les gens qui sont endormis, c'est le temps de vous réveiller, je l'avais dit tout à l'heure. J'ai le temps de passer je vais vous présenter 6 projets qui ont été réalisés. On en a 51 des projets là, depuis 2019 qui ont été réalisés. Alors, ça va quand même assez bien. 14 projets collégiaux, 37 universitaires. Un peu plus difficile de pénétrer les collèges, mais il faut dire que la première année, les collèges n'étaient pas accessibles. Bon, c'est quand même assez paramétré. Cette diapo-là, ce qui est intéressant, on sait que les équipes sont interdisciplinaires. Oui, on a toujours les professeurs, personnes enseignantes. Personne conseillère pédagogique, bibliothécaire, vous voyez, c'est présent tout le temps. Personne étudiante, 48 personnes étudiantes versus 97, il y a au moins une personne étudiante en termes de ratio là, par deux professeurs. Donc, c'est important d'avoir des personnes étudiantes qui participent à ce processus-là, en processus de conception, mais aussi de validation. Parce que ces personnes-là, ben, on sait, c'est l'avenir. Ces gens-là vont être déjà acculturés, ils vont savoir ce que c'est qu'une REL, ils vont savoir les avantages, vont être capables d'en développer dans le futur. Alors, pour nous, c'est très important d'intégrer des personnes étudiantes. Puis, vous voyez, au total, à peu près 300 personnes qui ont collaboré. Le parcours, en gros, ben, on a donné quelques événements forts. Dans la première année, c'était la structuration en 2019, parcours qui a été établi, le site web, la terminologie, paquet de choses à préciser. L'année COVID, ben, il s'était à peu près rien passé. On a eu un mandat particulier du ministère disant OK, pouvez-vous répertorier des ressources en formation à distance pour aider nos pauvres établissements qui cherchent à faire la formation à distance, ils n'en ont jamais fait. On va oublier ça de notre parcours parce que ce n'est pas notre mandat. C'était un peu particulier. Bon, tranquillement, au fil des années, on a développé premier appel à projet en 2021, pardon, un schéma de métadonnées pour le dépôt. Les premières métarels qui, tranquillement, c'est devenu une trousse. À un moment donné, on a assemblé notre trousse en zip. On a commencé à utiliser Pressbooks en 2022. On a utilisé ce qu'on appelle l'approche binôme, c'est-à-dire vraiment l'intégration de façon structurelle, de façon presque très suggérée, disons, j'allais dire obligatoire, mais disons fortement suggérée de nos professionnels dans les différentes équipes, mais tout en leur laissant l'autonomie. On a notre dépôt Zenodo qu'on a inauguré l'année passée. On a été renouvelé aussi l'année passée, 2023, par le ministère. Organisation du colloque de l'ACFAS,
cette année, 15 établissements, on l'a dit. Notre trousse que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été revampée en termes d'accessibilité, beaucoup plus facile. Et puis, bon, ben, nos objectifs dans le futur, c'est sûr qu'on veut augmenter le nombre d'établissements affiliés, puis nous positionner un peu plus largement sur le plan international, puis dans la francophonie. Question ce matin, il a été mentionné que dans certaines disciplines, il y en a peut-être un petit peu plus du côté des sciences dures. Ben, regardez, c'est quand même assez bien distribué. Nous, on a des gens en sciences d'éducation, 20 lettres et sciences humaines, et des projets quand même dans beaucoup, beaucoup de disciplines différentes, en santé aussi. Donc, c'est assez bien équilibré. Donc, les projets. Alors, première année, un peu plus éclaté, c'était des cas sur H5P en médecine avicole. Les poulets, médecine vétérinaire. Donc, très spécialisé. Regardez en haut, c'est indiqué un prof, deux étudiants gradués et un expert externe. Donc, c'est des équipes quand même assez spécialisées, mais collaboratives. Donc, c'est des histoires de cas. On présente un cas spécifique à la personne étudiante. Et on donne des données à la personne étudiante, des tableaux de données. On leur fait visionner des vidéos et puis observer ce qui se passe, déterminer les symptômes, etc. Et éventuellement répondre à des questions. Et puis donner votre verdict. Qu'est-ce que vous suggérez? Bon, je ne sais pas tout le cas au complet. À la fin, ils ont un témoignage d'expert. Alors ça, c'était une première règle qui a été développée, qui est accessible d'ailleurs par les liens qui sont sur la plateforme. Manuel d'éco-physiologie évolutive, ça, c'est une très belle réelle développée sur Pressbooks avec une prof qui avait l'expérience de développement de ressources, gestion de projet d'enfer. C'était notre meilleur gestionnaire de projet. Travailler avec 4 étudiantes et graduées. Puis pour elle, c'était extrêmement important de les impliquer en termes de collaboration dans le projet. Alors, donc, une belle rédaction. Ça s'est vraiment très bien passé. Vous voyez le soin qui est apporté du côté des images. Cette prof-là, Nadia Aubin-Hurt, a fait aussi ses propres vidéos en utilisant des lightboards aussi. Quand même, ça se présente très, très bien, vous irez voir. Et puis, d'interaction aussi avec des questionnaires H5P. Donc, belle réalisation. Ce projet-là, ben, j'ai fait allusion tantôt dans la dimension des profs qui veulent, dans les sciences dures, puis qui veulent développer en même temps. Bon, c'est un prof qui aimait l'expérimentation. Il a développé à la fois en code, puis à la fois sur Pressbooks pour voir qu'est-ce que ça donnait. Il a poussé un peu la machine pour voir qu'est-ce que ça donnait, puis à la fin, il nous a fait un rapport et des recommandations pour la mise en page. C'est un exemple de plateforme de contenu qui est développé en même temps qu'on développe la plateforme. On pourrait dire ça comme ça. Bon, le genre de logiciel libre qui est utilisé. Ici, on a un prof qui est devenu un petit peu, c'est notre prof le plus contaminé au niveau des règles. Il a eu la piqûre. Il a développé une première règle en 2001, première édition, deuxième édition en 2024 de la même règle qui s'appelle, vous voyez, un grand bol d'air. C'est le langage R, jeu de mots ici, un logiciel un langage de programmation statistique. Il a développé une deuxième REL en 2023 sur le même thème, la méthode d'analyse spatiale. Il développe ça sur GitHub en code avec du R Markdown, puis il est passé sur Quattro maintenant. Et puis, ben voilà, c'est bien fait. Ça nous a servi quand même, comme c'était dans les premiers projets, son manuel, c'était bien, ça nous a servi de modèle pendant un bout de temps. Et ce qui est particulier, c'est que quand je vous dis qu'il y a un effet de contamination, lui, il est plus éligible à proposer des projets. Parce qu'à un moment donné, on se dit, ben, c'est pas toujours les mêmes personnes. Il a demandé à un collègue à l'Université de Sherbrooke de présenter un projet. Il en a parlé à son collègue de l'Université de Sherbrooke et à un autre projet à l'Université Laval, mon université à moi, dans le même domaine, en géomatique. Alors, il y a 2 projets cette année qui sont issus de l'effet contamination de Philippe Aparicio, qui est le prof. Il est en train de faire une collection de REL sur un peu le même temps. On est en éducation ici, à 2 projets pour terminer en éducation. Bon, en éducation primaire, ici, une initiation un peu aux valeurs de l'écologie, de la culture. C'est une écriture collaborative. Une professeure, en fait, c'était une chargée de cours, elle n'était même pas professeure à l'époque, qui a dirigé 9 autres co-auteurs. C'est fou, là, c'est un projet quand même un peu difficile à mener. En fait, elle a agi comme directrice de rédaction dans ce projet-là. Et donc, c'est quand même un défi. Et puis, il est intéressant aussi, voilà, la qualité du visuel. Ils ont engagé une illustratrice pour créer des illustrations inspirées de l'idée des champignons.
Et puis, ça va peut-être vous intéresser. Ça aussi, ce projet-là, c'est le dernier, c'est sur l'utilisation du jeu en enseignement. Alors, la professeure a décidé de consulter, elle a fait un appel à tous. Elle a eu une vingtaine de réponses. Avez-vous utilisé des jeux, des stratégies ludiques dans votre enseignement au niveau, oui, niveau d'enseignement supérieur? Donc, des gens des cégeps et des universités qui ont répondu. 4 premiers chapitres, c'est un petit peu théorique, chapitre court, mais le 6e chapitre, c'est un répertoire de jeux. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez être consulté. Et si vous avez vous-même utilisé des stratégies ludiques dans votre cours, ben, vous pouvez même écrire à la prof et puis va se faire un plaisir de vous intégrer. Donc, il y a des petites fiches techniques qui sont développées, tout ça dans un manuel Pressbook qui vous est accessible, évidemment. Terminé. Ben, écoutez, nous, c'est sûr qu'on a passé à travers un certain nombre de défis. On a encore quelques défis. On continue l'accompagnement des établissements, bien sûr. On vise de plus en plus d'autonomisation, surtout pour les universités et les collèges qui ont fait un, deux projets. À un moment donné, dit, OK, c'est le cas d'ailleurs cette année. L'UQAM, l'équipe de l'UQAM, on dit, OK, là, vous avez suffisamment d'expertise, vous pouvez être autonome. Alors, on va leur donner de la corde parce qu'ils sont capables de développer maintenant. Augmenter l'adhésion, c'est sûr. On a 20 universités, on a seulement 8 actuellement qui ont participé. 50 collèges, seulement 7 collèges. On se pose des questions un peu comment rejoindre ces collèges-là. On a de la misère peut-être avec les plus petits collèges où il y a moins d'infrastructures, moins de professionnels. Bon, des questions qu'on se pose, il y a différentes raisons. Et puis, organiser, étendre un peu au-delà de l'appel à projet, la valorisation du libre au Québec de façon générale. Ma dernière diapositive, c'est pour vous dire qu'on est en train de créer des ententes. Et Colin de la Higuera en a parlé ce matin, à savoir que, bon, ils sont en train d'élaborer une fabrique de REL, un peu, bon, inspirée de la fabrique REL au Québec. Et on implique aussi l'Université catholique de Louvain dans cette entente-là. Donc, on veut faire de la collaboration et on est ouvert à la collaboration. S'il y en a qui veulent collaborer, on pourrait en parler à notre coordonnateur. Ce sera un plaisir de discuter avec vous des possibilités de collaboration. Alors voilà, merci beaucoup.